Donc, pour cette séance, je vous avais demandé de rechercher 3 exercices plus une activité. Donc, on va commencer par corriger les exercices. Alors, en premier, celui qui s'affiche là à l'écran, c'est le 13, page 187. Et donc, on nous dit qu'un ballon est lancé horizontalement vers la droite et heurte un mur avec une valeur de 450 newtons. Petit exercice assez simple, mais je vous l'ai donné parce qu'il est intéressant. Voilà le mur. Et voilà le ballon. Et je vais dessiner le ballon au moment, bon, c'est pas très beau, mais je vais dessiner le ballon au moment où il frappe le mur. D'accord? Alors, il faut bien regarder la question. La question, c'était donner les caractéristiques de la force exercée par le mur sur le ballon. Alors, je vous écoute. C'est une force que vous décririez comment? Quelles sont ses caractéristiques? Donc, je vous rappelle que les caractéristiques d'une force sont direction, sens et valeur. Quelle est la direction de cette force? Horizontale? Ouais, elle est horizontale. Et avant de la dessiner, vous voyez, je m'apprête à dessiner. Avant de la dessiner, on va partir du point de contact où il y a eu l'impact entre le ballon et le mur. C'est là où tout se décide. La flèche, c'est-à-dire le vecteur, je le représente vers la droite ou vers la gauche? Vers la gauche. Oui. À la gauche. Bon. Vers la droite. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est bien vers la gauche. C'est le mur qui pousse le ballon, qui repousse. Ça, Ouais. c'est F de mur sur ballon. Ouais. OK? D'après le principe des actions réciproques, qui sera aussi dans ce chapitre et que j'ai décrit l'autre fois en cours, est-ce qu'on peut prévoir ce qui s'est passé au niveau du ballon sur le mur? Vous savez que si vous tapez très très fort avec un ballon et par exemple que le mur est un peu fragile, le ballon il exerce vraiment une force sur le mur. On peut même faire un petit trou ou l'abîmer si le ballon est très lourd. Alors quelle est cette force? Comment est-ce que 450 newtons. Alors oui, si je choisissais une échelle, j'aurais 450 newtons pour celle-là. Voilà, et là j'ai tout les caractéristiques de la force. Là j'ai vraiment répondu à l'exercice. Non, ma question c'était pas demandé dans l'exercice, c'est moi qui la rajoute. Est-ce qu'on peut prévoir la force que le ballon exerce sur le mur? Et 450 newtons aussi, non? Alors, 450 newtons aussi. Et quelle est la direction et le sens? Ah, c'est l'inverse. L'inverse, ouais. Non, Voilà. la même direction. Alors, c'est la même. Le sens inverse. Oui, la même direction, mais le sens inverse. Voilà, c'est la même direction, les sens inverses. Et ça, c'est d'après le principe des actions réciproques que Newton a énoncé. Mais à ce moment-là, il faut que je la note autrement. Comment je vais la noter? Ballon F sur le de ballon. Ouais, ballon sur le mur. Voilà. Et donc, d'après le principe des actions réciproques qu'on a décrit un petit peu lors de la dernière séance, qu'on va revoir aujourd'hui, ça s'appelle F de ballon sur mur. Voilà. C'est ça que le principe des actions réciproques nous permet de prévoir. Encore une fois, ce n'était pas demandé dans cet exercice, mais c'est moi qui le rajoute. Il n'y a pas de questions sur ce premier exercice? Monsieur, juste, toutes les forces, elles sont toujours réciproques? Oui, c'est-à-dire que quand on a une force qui s'exerce d'un corps A sur le corps B, alors on peut prévoir que on a la force opposée qui va s'exercer du corps B sur le corps A. Et c'est toujours la même valeur? Et ça sera la même valeur, c'est-à-dire que ici, je cherche de quoi écrire. Voilà. Ici, j'aurai aussi 450 newtons. Bon, on ne nous demandait pas de représenter à l'échelle. D'ailleurs, on ne nous demandait pas de faire de représentation, on nous demandait juste des caractéristiques. Et caractéristiques, c'est donc direction horizontale, sens, pour celle-là, c'était vers la gauche, et valeur, c'est 450 newtons. Moi, j'ai fait un schéma pour illustrer un peu plus. Voilà. Ensuite, l'exercice 15. Alors, je vais faire un petit schéma où je peux, c'est-à-dire ici, par exemple. Alors, vous avez Jupiter. Vous savez, Jupiter, c'est une très grosse planète. C'est la plus grosse planète du système solaire. Et elle a plusieurs satellites qui tournent autour, dont un qui s'appelle Io. Alors, c'est Io. Et
La distance qui sépare les deux centres, le centre des deux astres, c'est 4,92 fois 10 puissance 5 km. Voilà. Donc ça c'est la distance D. Et on nous donne les masses de ces deux astres. Et la première question, c'est calculer la valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par Io sur Jupiter, et puis après donner les caractéristiques de cette force. Calculer la valeur de F de Io sur Jupiter. Alors je vous écoute. F de Io sur Jupiter d'abord, même si on ne nous demandait pas de la représenter, c'est une force que je vais représenter où? Au centre de Jupiter ou au centre de Io? Au centre de Jupiter. Au centre de... J'ai pas entendu. De Jupiter, c'est là. Donc cette force, là je lui donne une échelle quelconque, je sais qu'elle va se représenter comme ça. Alors je ne sais pas si c'était une erreur ou pas, mais si on travaille dans le référentiel de Jupiter, ce qui nous intéresse, c'est surtout le mouvement de Io. Donc c'est-à-dire que moi, j'aurais construit cet exercice, j'aurais plutôt demandé la force qui s'exerce de Jupiter sur Io. Mais comme on l'a vu avec le principe des actions réciproques, comme on l'a vu dans l'exercice aussi précédent, c'est une force qui est juste opposée. Et donc celle-là, je l'appellerai F de Jupiter sur Io. Voilà, vous avez compris? Là, on nous demandait les caractéristiques de celle-ci, mais si on avait à étudier un mouvement dans le référentiel de Jupiter, c'est forcément le mouvement de Io qui nous intéresse. Et donc, ça serait cette force-là qui nous intéresserait. Alors, on avait Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Oui, vas-y. Pourquoi toujours, quand on dit une force qui est exercée par quelque chose sur quelque chose, Oui. le vecteur va toujours partir du sur quelque chose. Enfin, Oui, c'est ça. Toujours partir du deuxième. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Mais dans ma tête, c'est pas logique, mais je sais pas. Parce que pour moi, c'est... c'est une force... Alors, regarde comment ça s'explique. C'est une force qui s'exerce. Par exemple, celle-ci. C'est une force de gravitation qui vient de Jupiter, d'accord? Qu'est-ce que Jupiter fait sur ce petit satellite qui s'appelle Io? Eh bien, elle l'attire. Donc, si c'est une force qui s'exerce sur Io, déjà je l'écris en deuxième ici, et puis le slash, vous le prononcez sur, et puis qui est responsable de cette force? Donc, qui est l'acteur de cette force? Ben, c'est Jupiter. Voilà pourquoi F de J sur Io se représente sur Io, parce que le système ici, ça serait Io. D'accord? Ok. De la même façon, F de Io sur Jupiter, eh ben, elle va se représenter au centre de Jupiter parce qu'elle s'exerce sur Jupiter. D'accord? Donc là, c'est pas bien écrit ce que j'ai écrit. Je vais refaire pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ça, on est bien d'accord que c'est la force en fait, qu'on nous demandait dans l'exercice de Io sur Jupiter. Alors après, on nous demandait un calcul. Donc F de Io sur Jupiter, c'est égal à F de Jupiter sur Io d'ailleurs, d'après le principe des actions réciproques. Et donc, c'est égal à la constante de gravitation G. Alors, je sais qu'elle n'était pas donnée dans l'exercice, mais elle était rappelée pour tous les exercices en haut de la page. Voilà, ça c'est la formule de gravitation qui aussi vient de Newton. Donc, ça faisait 6,67 10 puissance moins 11. Alors ça, par expérience, parce que c'est quelque chose qu'on fait toujours en seconde, même l'année dernière dans l'ancien programme. Ça, c'est par expérience, c'est un calcul qui se fait à la calculatrice qui n'est pas toujours bien réussi par les élèves de seconde. Parce qu'il faut une certaine expérience. Là, il faut maîtriser les puissances de 10. Il y a un autre piège, c'est au dénominateur, je dois mettre d au carré, mais d doit être en quelle unité? Kilomètres. Ça doit être en mètres.
Donc, je vais écrire quoi? 92, 10 puissance. Dans l'énoncé, c'est 10 puissance 5 km. Donc, en mètres, ça fait quoi? 10 puissance 8. Oui, ça fait 10 puissance 8. Alors déjà, il y a cette erreur-là que souvent… Est-ce que vous pouvez un peu mettre votre caméra sur la droite pour qu'on voit la fin Ah oui, du calcul? voilà. Merci. Donc, la première erreur souvent qu'on voit avec les élèves, ça vient du piège. Le piège, c'est que dans l'énoncé, on vous donne la distance en kilomètres et pas en mètres. Donc déjà, il faut convertir. La deuxième erreur que je vois souvent avec les élèves, c'est qu'ils oublient de mettre au carré. Et il faut tout mettre au carré. Et du coup, sans entraînement, c'est assez difficile de trouver le résultat. C'est-à-dire que quand je corrige ce genre d'exercice, il y a souvent beaucoup d'erreurs. Alors, je vous écoute. Combien avez-vous trouvé? Et on va voir si vous avez trouvé la bonne réponse. Enfin, si certains ont trouvé la bonne réponse. Allez, proposez-moi des valeurs que vous auriez trouvées. Moi, j'ai trouvé 4,68 fois 10 puissance 20. Je crois que c'est 10 puissance 22 en fait. Et quelle est l'unité? Des newtons. Des newtons. Alors déjà, c'est bien d'avoir respecté 3 chiffres significatifs et ne pas avoir recopié tous les chiffres de la calculatrice, puisque je vous rappelle que ici, on a 3 chiffres significatifs, ici, on en a 3. Ici, ici on n'en a que 2 en fait. Ici, on n'en a que 2, donc on pourrait arrondir en fait. Et là, on en a 3. Donc en fait, on peut encore arrondir à 2 chiffres significatifs, ce qui va s'arrondir à 4,7 fois 10 puissance 22 newtons. Voilà. Et la direction de la force, c'est la droite qui porte les deux centres. Si je refais mon petit schéma de tout à l'heure, j'ai Jupiter, j'ai Io, et la force qui s'exerce sur Jupiter, c'est L. Voilà. Si on veut répondre à l'exercice, F de Io sur Jupiter, c'est L. Et l'autre, F de Jupiter sur Io, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est L. Voilà. Monsieur, si je ne dis pas de bêtises, G, il n'est pas dans le numérateur dans le cours. Il me semble. Mais dans quel cours? Dans le cours du livre. Et Ah, mais je comprends. Je comprends la question, en fait. tant qu'il n'est pas au dénominateur, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. J'ai compris votre interrogation. C'est parce que je décale ma feuille. En fait, que vous écriviez ça, la force de gravitation entre deux corps A et B, de masse M A, M, B, séparés par la distance D. Vous l'avez vu comme ça. C'est pour ça que ça vous gêne? Ah oui, mais en fait, c'est la même chose. Mais que vous l'écriviez comme ça, c'est pareil. Mathématiquement parlant, c'est pareil. Donc voilà, je n'avais pas compris votre question tout à l'heure, avec le coût du numérateur, mais ça revient au même en fait. Mathématiquement, ça revient au même de mettre la barre de fraction jusque là ou de s'arrêter là. C'est pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des signes multipliés. Il n'y a que des signes multipliés dans la formule. D'accord? Monsieur, on voit pas ce qui a marqué à droite. Voilà, comme ça va? Oui. Bien. Ensuite, nous avions un exercice. Je reviens sur le livre. Ensuite, nous avions l'exercice 17. Donc, une gymnaste de masse M égale 51 kg réalise un piqué sur le sol. Je ne savais pas que ça s'appelait un piqué, hein, mais bon. On en apprend tous les jours. Et on nous demandait de donner les caractéristiques des forces qui s'exercent sur la gymnaste dans le référentiel terrestre. Alors, ici, il y a quelque chose qui n'était pas demandé, mais que moi, je rajoute, pour, si vous voulez illustrer un petit peu mieux ce qu'on a fait la dernière fois. On va faire un petit diagramme objet-interaction pour être sûr de ne pas oublier de force. Alors, si je fais un diagramme objet-interaction, je vais le faire là, par exemple, à côté. Le système que j'étudie, c'est la gymnaste. On est d'accord? Donc, le système étudié, c'est la gymnaste. Et on va se poser la question, avec quoi est-elle en interaction?
Alors, avec quoi est-elle en interaction, cette gymnaste qui est sur la photo là? Avec son poids. Alors, qui est responsable du poids en fait? Le poids, ça va être le nom de la force, mais qui est responsable du poids? La Terre. Ah ben, La gravitation de la Terre. Voilà, ça va être la Terre. Donc la gymnaste, elle est en interaction avec la Terre, et la Terre est responsable du poids. Est-ce que c'est une force à distance ou est-ce que c'est une force de contact? À À distance. distance. Je contacte. Le À poids, c'est distance. une force à distance. Oui. Ah. Non, mais c'était pas facile parce que la Terre, elle est responsable du poids. Ça va être ça, cette interaction-là. Alors qu'il y a une autre interaction. Pourquoi la gymnaste ne tombe pas? Alors, il y a Et une le autre. sol. Et oui, il y a une autre interaction, c'est son interaction avec le sol. Donc le sol, soit je le mets en haut, ça va peut-être vous paraître bizarre que je le mette en haut. Donc je vais le mettre là. Donc effectivement, il y a le sol qui fait que la gymnaste, elle n'est pas en train de tomber là. Et alors c'est ça qui pouvait être, c'est pour ça que j'ai voulu faire un diagramme, c'est ça qui aurait pu vous tromper, c'est que le sol, vous pourrez dire oui, mais c'est la Terre aussi. Alors c'est juste la surface de la Terre. Et c'est vraiment la surface, c'est-à-dire les atomes qui sont au niveau du sol, Le sable. qui vont réagir. Là, c'est voilà, c'est le sable avec la main de la gymnaste qui vont l'empêcher de s'enfoncer. Et donc là, on a une force de contact. OK? Donc, finalement, ça, en général, on l'appelle réaction. On va le revoir tout à l'heure dans le cours. Ça, on appelle ça la réaction du sol. Et souvent, on utilise la lettre R. Peut-être que vous l'avez appelé autrement. Peut-être vous l'avez appelé F de. On pourrait l'appeler comment aussi, cette force? F, sol sur gymnase. Sur Exactement. gymnaste. Voilà, exactement. C'est-à-dire, si vous l'avez appelé cette force F de sol sur gymnaste, je vais l'appeler grand G hein, pour simplifier, et ben c'est correct. C'est-à-dire, si vous avez mis ça, c'est une bonne réponse. Mais la réaction du sol, en physique, si vous voulez, c'est pour gagner du temps, comme c'est une force qui est très très fréquente, et ben on lui attribue souvent le nom de réaction. Ça veut dire réaction du support, réaction du sol ici. Quant à cette force-là, bah, vous la connaissez bien, elle, c'est le poids. Et là, on évite de dire F de terre sur gymnaste, puisque c'est plus simplement le poids. Les caractéristiques. Eh ben, si je représente ça au centre G, qui doit être quelque part par là, le centre de gravité de la gymnaste doit être quelque part par là. Si je représente les forces en son centre de gravité, quand on nous le demandait, eh bien, je vais avoir le poids qui est vers le bas, toujours. Et donc, je dois l'orienter vers le bas, d'accord? C'est-à-dire, ça va partir par là. OK? Ah, mais on avait une échelle. Alors là, sur mon écran, ça ne va pas être à l'échelle, mais je vais expliquer comment il fallait faire sur le papier. Comment savoir la longueur du vecteur qui va représenter le poids ici? Bah, déjà, il faudrait peut-être le calculer, le poids. Comment on fait? Comment on fait? Fois G. Voilà. P est égal à M fois G. Alors ici, G était donné. Voilà. M doit être en kilogrammes. Bon, c'est déjà en kilogrammes. Donc, il suffit de faire ah, mais là, je dis oui. 51 fois G vaut 9,81. Mais du coup, monsieur, là, on va faire deux vecteurs, le vecteur R et le vecteur P, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et je me suis arrêté en plein milieu de mon schéma parce qu'il me manquait la valeur. Donc, le poids, on le calcule. Si on fait ce calcul, on trouve 500. On trouve 500 newtons. Alors, avec l'échelle. La valeur de la force exercée par le sol sur la gymnaste, c'est le vecteur R, ça, c'est ça? Oui, dans l'exercice, ils l'ont appelé F. Moi, c'est ce que j'appellerais plutôt R, en fait. OK? Ok.
puisqu'en pratique, on appelle ça plutôt R. Alors, si on veut représenter ça à l'échelle, eh bien, on va se poser la question, si 1 cm sur le papier correspond à 200 newtons, eh ben, la question que je me pose, c'est 500 newtons, ça fait combien 2,5 cm. sur le papier? Là, je mets un point d'interrogation. Et voilà, il suffit de faire un petit produit en croix et on trouve effectivement 2,5 cm sur le papier. Donc là, on prend une règle. Alors là, sur l'écran, comme j'ai agrandi, il n'y a plus rien qui est à l'échelle, hein, mais en gros, si je regarde, par contre, j'ai mon livre à côté de moi. Voilà, 2,5 sur le livre. Ah oui, ça fait un vecteur assez grand quand même. Donc sur le livre, ça fait quand même un vecteur assez grand. Bon, je ne le fais pas à l'échelle, on va dire que là, je ferai un vecteur qui fait 2,5 cm vers le bas et c'est le poids. Voilà. Pour l'autre force, on va la représenter au point G comme on nous le demande. On aurait pu aussi la représenter là où il y a les mains. Vous voyez, c'est pas important parce que vous avez vu mathématiquement qu'un vecteur, en maths, ça peut être translaté. Donc, si vous représentez R au niveau du contact avec les mains, c'est juste. Si vous voulez, vous pouvez aussi regrouper toutes les forces au point G. Et vous allez monter avec la même valeur, puisqu'on nous le dit. C'est pas tout à fait le cas sur mon schéma, j'ai l'impression là. Je vais recommencer. Voilà. Hop. Voilà, les deux vecteurs ont la même valeur. Et ça, c'est R. Alors, remarquez un truc, c'est que dans l'exercice, on nous donnait la valeur de la force qui s'exerce par le sol sur la gymnaste. On nous disait que c'était 500 newtons. Ça va enchaîner un petit peu avec le cours, mais est-ce que vous auriez pu le deviner? Est-ce que vous auriez pu deviner que R allait être égal à 500 newtons? Alors, je vous écoute. Bah oui. Oui, pourquoi? Parce que vu que la gymnaste elle est en équilibre, Oui. il faut qu'il y ait la même force qui l'attire vers le haut que la force qui l'attire vers le bas. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu lors de la dernière séance et c'est assez intuitif. On va revenir là-dessus aujourd'hui, c'est très important. C'est assez intuitif, mais quand un corps, alors ici c'est la gymnaste, lorsqu'un solide, si vous voulez, on peut dire ce mot-là aussi, est en équilibre, ça veut dire qu'il est immobile dans un certain référentiel, ici c'est le référentiel terrestre, eh bien les forces qui s'appliquent sur ce système se compensent. Et on avait déjà écrit ça lors de la dernière séance. Ici, je pourrais écrire que P, vous vous souvenez de ça, plus R va être égal à... Vecteur 0, non? Voilà, très bien, va être égal à vecteur 0. Ça veut dire que les forces se compensent. Elles ont la même direction, elles ont la même valeur, mais comme elles ont des sens opposés, elles vont se compenser. Eh bien, c'est assez intuitif, et ça va enchaîner sur le cours qu'on va faire tout à l'heure. C'est assez intuitif de se dire que si les forces se compensent, eh bien, le solide ne bouge pas, est immobile. On dit aussi en physique, est en équilibre. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce que là, on va passer à l'activité maintenant. Pour l'instant, je vais laisser, même si ça fait un peu petit, je vais laisser tout le document. Comme ça m'évitera de jongler entre chacune des parties. Et on va corriger rapidement les premières questions. Donc, je ne relis pas donc tous les documents. C'est pour ça que je vous avais demandé de le préparer à l'avance. C'était pour éviter, si vous voulez, c'était pour éviter les temps morts. Si je vous avais donné ça à faire là en direct, ça aurait été un peu long. Mais je ne relis pas le document 1 qui est là. Mais c'est lui qui va nous permettre de répondre à la première question. Donc, en quoi les idées d'Aristote et de Galilée s'opposent-elles? Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre? Il y a des choses qui s'opposent là dans le texte. Et est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qu'il
il a synthétisé comme, comme Bah, réponse? je peux dire. Vas-y. Moi, j'ai dit que Aristote, il disait qu'il fallait qu'il y ait une force qui tire ou qui pousse un objet pour qu'il y ait un mouvement. D'accord. Alors que Galilée, il dit que le mouvement, il peut continuer même s'il n'y a aucune force. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez alors? Vous pensez que c'est plutôt Aristote ou plutôt Galilée qui a raison? Galilée. Galilée? Est-ce que c'est intuitif ça? C'est-à-dire, est-ce que vous auriez pu deviner que lorsque vous lancez un objet, par exemple, vous lancez une boule de bowling, je vais prendre cet exemple-là. Lorsque vous lancez une boule de bowling, bien sûr, vous exercez une force au début lorsque vous lancez la boule, mais une fois qu'elle est lancée, est-ce que vous comprenez qu'elle n'a pas besoin de force supplémentaire pour continuer à rouler? Mais en même temps, monsieur, Ah oui, c'est son énergie cinétique. explique. Mais comment il explique si un corps n'est ni poussé ni tiré, mais quand même au départ, il a quand même une force. Voilà, au départ, il a bien fallu, si vous voulez, au départ, il a bien fallu lui donner une vitesse initiale, et cette vitesse initiale, elle a été donnée par une force, quelque chose qui a poussé. Mais là, le débat, en fait, c'est, une fois que l'objet est en mouvement, est-ce qu'il y a besoin de continuer à le pousser pour qu'il avance? Non. Donc la réponse est non, hein. Lorsque vous lancez une boule de bowling sur une piste, eh bien la boule, elle roule. Il y a très peu de frottement sur la piste. Et si la piste était 2 fois plus longue, eh ben, la boule continuerait à rouler comme ça. Avec quel type de mouvement? Accéléré? Donc vous pensez que le mouvement sera accéléré? Mais non, uniforme, rectiligne, uniforme. Eh oui, Ou pas forcément rectiligne, mais uniforme. il va être rectiligne uniforme en fait. Et si, il va bien être rectiligne. Alors si des fois au bowling, vous arrivez à faire une petite courbe, faire une petite courbe à la boule, c'est que là, vous allez exploiter les quelques frottements qu'il y a entre la boule et le sol, et en lui donnant aussi de l'effet à la boule. D'accord? Mais si vous faites ça sur une surface parfaitement sans frottement, donc là, typiquement, c'était ce dispositif-là, dispositif avec un mobile autoporteur. Ils appellent ça une table à coussin d'air, c'est pareil. Et bien là, on élimine complètement les frottements. Et donc, on va passer aux questions d'après. Donc, la question 2. Décrire le mouvement du point G dans le référentiel terrestre. Alors, pour l'expérience 1, qu'est-ce que vous en pensez? L'expérience 1 correspondait donc à cet enregistrement-là qu'on pouvait aussi charger sur une feuille à part, mais là, pour l'instant, on a tout sous les yeux. Comment est-ce que vous pouvez décrire pour l'expérience 1 le mouvement? C'est Rectiligne uniforme. Rectiligne, uniforme. D'accord. Rectiligne parce que ça fait une ligne droite, et à quoi vous voyez qu'il est uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est Il y a constante. même espace entre chaque point. Voilà, il y a le même espace entre chaque point. Et en ce qui concerne le deuxième enregistrement, comment vous pouvez décrire ça? Rectiligne accélérée. Voilà. Il apparaît être rectiligne accéléré. Très bien. Ensuite, alors, imprimer ou recopier les enregistrements et représenter les vecteurs vitesse V2 et V5. OK. Alors, est-ce que vous voyez les enregistrements à l'écran là? Oui. Ouais. Ah, super. Voilà, je les avais préparés un peu à l'avance pour ne pas perdre de temps. Donc voilà, on pouvait cliquer dessus et puis les enregistrer et les imprimer éventuellement. Bon, alors peu importe que vous l'ayez fait ou pas, le but, ça va être d'expliquer un petit peu ce qu'il fallait faire. Là, pour chaque enregistrement, il fallait représenter V2 et V5. Il fallait représenter V2 et V5. Donc, ça fait une petite révision sur le chapitre d'avant. Comment est-ce que vous faites comment vous avez fait d'abord pour calculer V2? Qu'est-ce qu'il faut faire comme calcul? Ouais, comment on fait pour calculer V2? Je ne parle pas encore des nombres, hein, mais juste quelle est la formule? G2, G3 sur delta T. Très bien.
Pour calculer V2, c'est G2, G3 sur delta T. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc, vous aviez l'échelle qui était donnée. Donc, l'échelle, elle était de 1 cm. 1 cm sur le papier est égal à 2 cm en réalité. Alors, cette échelle, elle n'était pas recopiée dans l'enregistrement, j'ai l'impression. Mais elle était dans le document, voilà. Donc, vous mesurez G2, G3. Comme il y a une échelle 2, vous multipliez par 2 et vous divisez par delta T. Voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment besoin de faire un produit en croix. Le produit en croix, il est direct, en fait. On a une échelle qui est que la réalité est 2 fois plus grande que l'enregistrement. Vous comprenez? Alors, moi, j'ai mesuré que G2, G3, sur le papier, en tout cas, moi, j'ai la version papier du livre, j'ai trouvé 1,5 cm. Donc, si je multiplie par 2, ça fait 3 cm. Donc, ça fait 3 cm. Alors, je mets 3,0 pour montrer que c'est précis. Ça veut dire que ce n'est pas environ 3 cm, c'est 3 cm pile. C'était à 3 cm et 0 mm. Alors, 3 cm, c'est 10 puissance moins... 10 puissance moins combien des centimètres? 3 mètres? Ah non, Ah, non. ça serait des millimètres là. Ah oui, Moins 2. Ouais. moins 2, oui. C'est 10 puissance moins 2, divisé par delta T, et on nous disait que c'était 20 millisecondes. Alors, à nouveau, la question, 20 millisecondes, c'est 20 fois 10 puissance 10 puissance combien millisecondes? 3 6. Moins secondes? 3. Moins Moins 3. Moins 3. Ouais, Moins 3 3, secondes. si je veux des secondes exactes. Alors, j'ai fait le calcul, je trouve 1,5 mètres par seconde. Oui? Mm. Il y en a d'autres qui ont trouvé ça. Donc, Lilou, tu as trouvé ça en tout cas. Bon, C'était Clara. c'était Clara? Ah, mais vous avez une voix proche. Bon, en fait, comme là, je suis concentré sur mon écran, je ne vois pas qui parle. J'essaie de reconnaître à la voix. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour V5? Pareil. Et oui, pareil, l'espacement est le même. Donc, je ne vais pas tout réécrire. On trouve pareil, parce que l'espacement est le même, donc ça fait le même calcul. OK. Bon. Représenter les vecteurs vitesse V2 et V5. Donc là, il suffisait de choisir une échelle. Il suffisait de choisir une échelle et de représenter ça. Donc, par exemple, si vous dites, là, une échelle qui me paraît simple, ça serait de dire 1 cm sur le papier. Ça me paraît très simple de dire que 1 cm sur le papier correspond à 1,5 à 1 pardon, mètre par seconde. Donc, ça veut dire que le... Et du coup, oui. faut pas qu'on marque 1,0. Ah, si vous voulez marquer précisément 1,0 et 1,0. Oui, si on veut être logique, oui, on peut. Donc, 1,5 cm, ça va faire avec cette échelle très très simple. Donc, en V2, vous appliquez le vecteur V2. Vous lui donnez une longueur de 1,5 cm. Alors, sur le papier, ça fait, c'est le hasard, mais c'est le hasard, il n'y a rien qui oblige à ça. Mais le hasard fait que on tombe pile sur le point d'après. Je ne sais pas si c'est le cas aussi avec votre... si vous l'avez essayé d'imprimer. Bon, peu importe. Et donc, comme V5, c'est pareil. Eh bien. Mais encore une fois, ce n'était pas une obligation que ça tombe pile sur... Si j'avais choisi une autre échelle que celle-là, eh bien évidemment, V5 n'aurait pas été un vecteur qui se serait arrêté au point G6. OK? Alors, je passe à l'autre enregistrement. L'échelle, on va sûrement garder la même. J'efface le travail d'avant. Je peux garder que V2 égale à G2, G3 sur delta T, parce que ça, c'est toujours vrai. Par contre, je vais peut-être effacer la valeur qui est là, et aussi le résultat. Donc, alors, si je fais la mesure, moi, j'ai trouvé qu'avec l'échelle, ça faisait 2 cm. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça aussi. Donc, Ouais.
Oui, vous avez trouvé ça. Donc, j'ai trouvé 2 cm. Et donc, ça fait 1 mètre par seconde. Oui. Et donc, 1 mètre par seconde sur ce deuxième enregistrement, si je le représente avec la même échelle, bah tiens, ça fait pareil. Ça fait que le vecteur G2, le vecteur V2 commence en G2 et s'arrête là. C'est encore une fois le hasard. Et enfin, pour V5, là, ça va pas être pareil, puisqu'on voit que les points sont de plus en plus distants. Combien avez-vous trouvé pour V5? On va gagner du temps, on va peut-être passer directement au résultat. 2,6 mètres par seconde. 2,6 mètres par seconde. Moi, j'ai trouvé ça aussi. Et donc, je vais représenter ça par un vecteur qui fait 2,6 de long et que j'applique au point G5. Et donc, 2,6, eh bien, ça fait quelque chose comme ça. Encore une fois, le hasard de l'échelle fait que ça tombe sur ce point-là. OK. Alors, donc pour cette question, on pouvait également la traiter sur Python. Je vais par exemple prendre l'enregistrement 2. Pour tracer le vecteur vitesse au point G2 et au point G5, donc pour tracer V2 et V5, eh bien, il suffisait d'adapter un des petits programmes qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente. Pour cela, le tableau en X devait correspondre aux positions des points G1, G2, G3, etc. Donc vous prenez comme première position 0, on va dire c'est notre origine. Et après, en utilisant l'échelle, eh bien, vous avez les différentes positions. Donc ici, 0,012 pour 12 cm, 0,032 pour 32 cm, etc. Ici, on nous demandait, j'ai un petit peu modifié, ici on nous demandait que V2 et V5. Donc au lieu de tracer tous les vecteurs vitesse, eh bien, voilà comment on peut se limiter au vecteur vitesse V2 et V5. Donc c'est expliqué ici. Qu'est-ce que j'ai modifié aussi? Cette ligne-là, bon, c'est juste pour pouvoir tracer V2 et V5 au-dessus du vecteur. Donc, pas grand-chose de spécial. On va regarder ce que ça donne. Et voilà. Donc on obtient bien quelque chose qu'on avait fait à la main. Sauf que là, vous avez pu vous servir d'un petit programme Python. Préciser si le vecteur vitesse, vous avez quoi à l'écran là pour l'instant? Un bout de papier blanc. Ah, vous avez ma feuille de papier, d'accord. Donc préciser si le vecteur vitesse du point G varie en indiquant le ou les caractéristiques qui éventuellement varient. Donc on a vu que pour la première expérience, le vecteur vitesse ne variait pas, c'était le même. Alors que pour la deuxième, il y a une variation. Alors qu'est-ce qui varie? Qu'est-ce qui varie? La norme. Oui, c'est la norme. C'est la valeur de la vitesse qui change. En revanche, la direction et le sens ne changent pas. C'est-à-dire que le vecteur vitesse, il est toujours vers la droite. D'accord? Question 3. Pour chaque expérience, faire le bilan des forces qui s'exercent sur le système mobile autoporteur modélisé par le point G. Et après, représenter les forces sans souci d'échelle. On peut déjà se poser la question, à quoi est soumis, dans l'expérience numéro 1, à quoi est soumis le mobile autoporteur? Le système, c'est le mobile autoporteur. Donc le mobile, à quoi est-il soumis? Je vais faire un petit diagramme avant de représenter les forces. Alors, au poids, à la terre, du coup. Ouais, c'est ça, très bien. Donc il est en interaction avec la Terre, et ça fera la force qui est le poids. Et quoi d'autre? Et la force exercée par la table. Oui, et la force exercée par la table. Alors comme en fait le mobile autoporteur il est légèrement en lévitation, si on voulait être très précis, c'est en fait le coussin d'air qui exerce une force sur le mobile,
mais on va dire table, moi ça me va. Voilà. Donc c'est sur le coussin d'air vraiment qui se passe quelque chose. Et le mieux pour représenter ça, eh bien, ça va être faire un dessin de côté, un dessin à vue de profil. Donc le mobile autoporteur, du coup, va se représenter comme ça. Là, je peux le dessiner légèrement en lévitation. C'est-à-dire qu'il décolle un petit peu. Hein. Là, il y a le centre du mobile. Il faudrait décaler votre caméra. Ah, vous voyez pas mon schéma là? Non. Ça, on voit. Et là, on Si. voit un peu mieux. D'accord. Ouais. Donc, le poids est comme ceci. Et comment est la réaction de la table? Ou plus précisément, la réaction du coussin d'air. Comme ça vient du coussin d'air, on peut la représenter là aussi. Je la décale un tout petit peu pour montrer qu'elles ont la même valeur. D'accord? Finalement, quand je représente ce schéma, quand on regarde ça, est-ce qu'on sait si le mobile autoporteur il est immobile ou il est en train de se déplacer en mouvement rectiligne uniforme? Et oui, on ne le sait pas, puisque cette situation-là va correspondre à deux cas différents. Soit l'immobilité, comme on a vu tout à l'heure avec la gymnaste, soit en mouvement rectiligne uniforme. Et donc, si on fait juste ce schéma-là, on ne sait pas si le mobile est en train de bouger ou pas. Voilà, en revanche, ça c'est donc pour l'expérience 1. Pour l'expérience 2, il y a quelque chose de nouveau. Je vais reprendre ici. Donc là, on a toujours le mobile. Il y a toujours l'interaction avec la Terre pour le poids. Il y a toujours l'interaction du coussin d'air. Je vais juste mettre table qui est là. Mais dans l'expérience numéro 2, on voit bien sur la photo qu'il y a quelque chose d'autre. C'est quoi? Un fil. Et oui, Et tiens. il y a aussi un fil. C'est une action à distance ou de contact? Contact. 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 D'accord. Donc, on va voir dans le cours que je vais vous montrer juste après que cette action-là, on l'appelle tout simplement tension du fil. Et donc, si je fais un deuxième schéma, là, je vais représenter le fil. Vous voyez, puis il y a une poulie et ça permettait de tirer vers la droite parce qu'il y a un poids qui est accroché comme ça. Eh bien, j'ai toujours la force, les forces de tout à l'heure, j'ai toujours le poids et la réaction du coussin d'air. Mais on a une nouvelle force qui est la tension du fil et je vais la représenter comme ça. Alors, la tension du fil, on la note T en général. On pourrait dire aussi F de fil sur mobile, mais on réserve la lettre T, un petit peu comme on réserve la lettre R pour la réaction d'un support, et bien on réserve la lettre T pour la tension d'un fil. Donc en quoi ces deux expériences valident-elles la théorie du mouvement énoncée par Galilée? Quelqu'un a une réponse à me proposer? Et dans l'enregistrement 1, Oui. il y a un mouvement rectiligne uniforme, mais il n'y a aucune force qui pousse ou qui tire. Exactement. Et dans l'enregistrement 2? Et bien dans l'enregistrement 2, il y a le fil qui tire. Voilà. Dans l'enregistrement 2, il y a le fil qui tire en permanence. Oui, mais on n'a pas un mouvement rectiligne uniforme, on a un mouvement qui est accéléré. D'accord? Parfait. Donc, ça nous emmène à la question 5, établir un lien entre la variation ou non du vecteur vitesse et la somme vectorielle des forces exercées en ce point. Alors, c'est lié, sauf que là, la réponse, du coup, elle est un petit peu plus physique que la question précédente. C'est-à-dire, elle est plus physique, elle est plus, oui, en termes de force. Là, vous arrivez à avoir les deux schémas? Bien. Oui. Oui. Alors ici, si on fait la somme des vecteurs force qui s'exercent, P plus R, ça donne quoi? 0. 0. Eh oui, Vecteur nul. ça donne un vecteur nul, c'est-à-dire que les forces se compensent. Et qu'est-ce que ça nous donne comme type de mouvement?
Ben, ça nous donne rectiligne un uniforme. mouvement rectiligne uniforme. Et pour répondre exactement à la question, est-ce que le vecteur vitesse varie ou non? Non. Non. Donc le vecteur vitesse du point G, donc on peut mettre VG, reste constant. Et tout à l'heure, on le reverra rapidement en cours, mais le vecteur vitesse reste constant. Il y a un cas particulier, ça peut être que le vecteur vitesse est nul. Et donc, c'est l'immobilité. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que ce schéma correspondait à deux situations. C'est parce que le vecteur vitesse reste constant, ça peut être avec une certaine valeur, ou ça peut être un cas particulier où la vitesse est nulle. Donc voilà pourquoi ce schéma représente ces deux situations, soit d'immobilité, soit de mouvement. Alors que ici, je vais écrire là, que donne la somme P plus R plus T? T. Oui, c'est bien. Puisque P plus R, a priori, ils n'ont pas bougé par rapport à tout à l'heure, eh bien, leur somme fait toujours 0, vecteur nul. Donc, P plus R plus T, finalement, il reste que T. Et peu importe. Ce qui est important, c'est que c'est différent du vecteur nul. Et voilà. Quand la somme des forces vectorielles qui s'exercent sur un système est différente de 0, c'est-à-dire lorsque les forces ne se compensent pas, eh bien, on ne peut pas avoir un vecteur vitesse qui reste constant. Vg n'est pas constant. D'accord? Vg n'est pas constant. Donc, c'est-à-dire qu'il bouge un peu. Alors, il y a deux possibilités pour qu'un vecteur ne soit pas constant. Soit c'est sa direction qui change, soit c'est sa valeur qui change. Donc, dans cette activité, c'était la valeur qui changeait. D'accord? Mais on verra d'autres cas, pas avec cette activité-là, mais dans d'autres exemples, où c'est la direction qui change. D'accord? Ensuite, il y avait une question 6A, et on a bientôt fini. Donc, ensuite, il y avait une question 6A. Je change de feuille. Représenter l'allure des positions successives à intervalles de temps égaux du centre de gravité G d'une pierre en chute libre verticale dans le référentiel terrestre. Du haut d'une tour, son mouvement n'est pas uniforme. Sa vitesse augmente à mesure qu'elle tombe. Nous concluons qu'une force extérieure agit dans la direction du mouvement. Alors, représenter l'allure des positions successives à intervalles de temps égaux d'une pierre dans le cas d'une chute libre, là je vais le faire mais vous pouvez me décrire. Qu'est-ce que vous proposez? Et au début, les points ils sont serrés et au fur et à mesure, ils s'écartent. D'accord, très bien. Si on lâche la pierre, sans lui donner une vitesse, elle va garder un mouvement rectiligne, mais sa vitesse va augmenter puisque l'espacement des points va augmenter. Et donc, Mais ça dépend pas de sa masse aussi? alors, ça c'est une très bonne question. Alors, vous le verrez plutôt, pas en seconde, mais plus tard. Il se fait que si on néglige les frottements de l'air, eh bien, ça ne dépend pas de la masse. Ça, c'est des travaux importants de Galilée. C'est-à-dire que vous preniez une pierre qui fasse 10 grammes ou une pierre qui fasse 30 grammes, et bien, curieusement, vous allez avoir les mêmes positions. Pour ça, je vous montrerai la prochaine fois une petite vidéo où, dans une grande tour où on a fait le vide, eh bien, on voit deux objets de masse complètement différentes qui tombent et elles arrivent en même temps au sol. Alors, les objets complètement différents, c'était une grosse boule et une plume. Eh ben, c'est difficile à croire, mais dans le vide, une grosse boule ou une plume tombe à la même vitesse. Ok ? Alors voilà l'expérience en question. Dans une grande tour où on a fait le vide pour s'affranchir des forces de frottement, eh bien, nous allons voir la chute d'une boule de bowling et d'une plume. 4, camera on, 2, 1, release.
Donc comme il n'y a plus d'air dans cette grande enceinte, il n'y a plus de force de frottement qui freine la chute de la plume, et on voit qu'elle tombe exactement avec la même vitesse que la boule. Elles arrivent au sol exactement en même temps. Établir un lien entre la variation ou non du vecteur vitesse et la somme vectorielle des forces exercées en ce point. Est-ce que vous avez réussi cette question ou est-ce que vous voulez que je vous explique qu'est-ce qu'on voulait vous faire dire? Quelqu'un veut essayer ou pas pour cette dernière question 6b? Bah, moi, j'ai dit que la somme vectorielle de toutes les forces, elle est égale au poids. Alors oui. Dans ce cas-là, ce qu'on appelle la chute libre, c'est lorsque un objet est soumis que à son propre poids. Si on néglige, par exemple, les frottements dus à l'air, eh bien, la seule force qui s'exerce sur une bille ou un caillou en chute libre, c'est son poids. Donc, s'il n'y a qu'une force, forcément, elle ne peut pas être compensée par une autre, on est d'accord. Et donc, comme la somme des forces qui s'exercent sur la pierre, c'est quelque chose qui est différent de zéro par rapport à ce qu'on a vu avant, forcément, on pouvait prévoir que le vecteur VG ne serait pas constant. Voilà ce qu'on peut prévoir. Alors après, on peut faire des calculs, mais pas en secondes. Mais en secondes, on peut déjà prévoir ça. C'est que, je répète, comme la pierre est soumise que à son poids, et donc elle ne peut pas être compensée par une autre force, eh bien, ça veut dire que les forces qui s'exercent sur cette pierre est différente de zéro, différente du vecteur 0. Et donc, on peut prévoir que VG ne peut pas être un vecteur constant. Ça veut dire que, premièrement, il ne peut pas y avoir immobilité, et deuxièmement, il ne peut pas y avoir de mouvement uniforme. Il ne peut pas avoir de mouvement ici rectiligne uniforme dans le cas de la pierre. Voilà le chapitre qui correspond à 2 chapitres du livre. C'est-à-dire que moi, j'ai regroupé, du coup, ça fait un chapitre un peu plus long, mais c'est vraiment lié. Hein. J'ai regroupé dans votre livre un chapitre qui s'appelait Action et force, c'est le chapitre 11, et chapitre 12 qui s'appelle le principe d'inertie. Modélisation d'une action mécanique par une force. On l'a déjà vu l'autre fois en regardant le cours qui venait du livre, donc je ne vais pas redétailler. Donc je vous laisse, c'est un résumé de tout ce qu'on a dit, je vous laisse l'étudier vous-même. Je ne vais pas redire tout parce que je voudrais me concentrer sur le travail que je vais vous donner à faire. Juste pour info, ça c'est à connaître. Voilà, la formule P est égale à mg qu'on a utilisée tout à l'heure. Elle ne sera pas rappelée dans les exercices, donc c'est à connaître. Puis, le principe des actions réciproques qu'on a réutilisé aujourd'hui, il est à connaître aussi. Alors, vous n'êtes pas obligé de le connaître par cœur comme une récitation. Il suffit d'être capable de répéter la même chose et puis d'écrire cette formule-là. D'accord? Donc ça, c'est le principe des actions réciproques. Ensuite, eh bien, retour sur la force d'interaction gravitationnelle. Vue au collège, mais là, du coup, je la rappelle pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit cœur. Elle est à connaître par cœur, cette formule. Et, comme on l'a fait dans l'exercice tout à l'heure, surtout, savoir bien s'en servir. C'est-à-dire ne pas se tromper avec les unités. On doit bien avoir des mètres ici, et sinon, il faut convertir. Et donc là, en surlignage, j'ai mis un exercice d'application pour que ça saute aux yeux. Je l'ai mis en surligné, que vous ferez pour la prochaine fois. Voilà. Ensuite, j'ai reparlé de quelque chose qu'on avait vu dans la dernière séance, c'est-à-dire eh bien qu'en fait, ce qu'on appelle le poids à la surface d'une planète, c'est directement lié à la force de gravitation qui s'exerce sur la planète, de la planète sur l'objet. Et ainsi, on peut calculer eh bien,
l'intensité de la pesanteur d'une planète quelconque. C'est-à-dire que là, j'ai réexpliqué ce qu'on avait vu l'autre fois dans la dernière séance, que ça, dans le cas de la Terre et de la surface terrestre, nous permettait de retrouver le 9,8. Et en exercice d'application que j'ai surligné aussi, eh bien, je vous demande d'évaluer l'intensité de la pesanteur sur Mars. Voilà. Ensuite, d'autres types de forces. Eh bien, il y a la réaction d'un support, que l'on note R, comme je l'explique à côté. Par exemple, si c'est une boîte qui est posée sur une table, au lieu d'écrire F de table sur boîte, on écrira tout simplement R, pour simplifier, parce que la réaction d'un support, c'est une force que l'on retrouve très souvent. Donc, pour simplifier, on a notre R. Et on a vu aussi la force de tension d'un fil. Et c'est pareil, on la note T. Au lieu de la noter F de, ici par exemple, fil sur le traîneau, on va la noter T, tout simplement. OK? Donc on a vu que en faisant les activités, l'activité qu'on a corrigée, en fait, une force, ça peut modifier la valeur de la vitesse ou la direction du mouvement d'un système. Donc, on a vu qu'une force pouvait modifier le vecteur vitesse. Voilà. Donc là, je donne un autre exemple. Au moment de la frappe, la raquette de tennis exerce une action de contact sur la balle. Cette action modifie la valeur de la vitesse et la direction du mouvement de la balle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, la balle arrivait avec cette direction-là, juste après la frappe de la balle, elle va sûrement repartir dans cette direction-là. Et donc, on va avoir changement de direction et sûrement aussi changement de la valeur, parce que la balle va repartir plus vite. Et si je voulais représenter ça par des vecteurs vitesse, eh ben, sans souci d'échelle ni de valeur, admettons, le vecteur vitesse, par exemple, de la balle était comme ça, avant d'être frappé par la raquette. Eh bien, juste après, en exagérant un peu, le vecteur vitesse de la balle sera peut-être comme ça. D'accord? On voit que l'action de la raquette sur la balle a modifié et la direction et la valeur du vecteur vitesse. Et ça, c'est vrai, en fait, en général, avec les forces. Alors, des fois, ça change que la direction, des fois, ça change que la valeur, ou des fois, ça change les deux. Et la question d'aujourd'hui, c'était surtout, qu'est-ce qui se passe lorsque les forces se compensent? Alors, on l'a vu dans l'activité. Dans l'activité, on a vu un mobile autoporteur. Et c'est le cas aussi, vous voyez la photo qui est à côté. On a le cas du ROK. Donc là, c'est un lien. Quand vous regarderez le document, vous verrez une petite vidéo qui vous montre ce que c'est que le ROK, mais je suis sûr que vous connaissez déjà, vous y avez déjà joué sûrement. Et bien, comme dans l'activité, en fait, on a le poids, on a la réaction du coussin d'air qui s'exerce sur le palais ou sur le mobile, si vous voulez. Et en fait, ces forces se compensent. Ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans l'activité, sauf que là, au lieu que ce soit un mobile autoporteur, on peut parler d'un palais, mais ça revient au même. Et donc, on a vu que finalement, cette situation-là pouvait correspondre à une immobilité ou un mouvement équilibre uniforme. Donc, voilà ce que dit le principe d'inertie. Le principe d'inertie, qui est aussi à connaître par cœur en second, c'est, je vais le relire en même temps que je le souligne, voilà, lorsque les forces qui s'exercent sur un système se compensent. C'est-à-dire que lorsque la somme des forces est égale au vecteur nul. Alors, le vecteur vitesse de son centre de gravité V ne varie pas. C'est ce qu'on a vu dans l'activité. Et donc, il y a deux possibilités. Il ne varie pas parce qu'il était nul et il reste nul. Donc, le système, il est immobile et restera immobile. Voilà. Ou bien, l'objet avait une certaine vitesse. Oui, mais il va la conserver selon un mouvement rectiligne et uniforme. Voilà, vous avez compris?
C'est ça le principe d'inertie. Mais alors, en fait, ça décrit d'autres situations, parce qu'on peut dire réciproquement. Là, le principe d'inertie, si vous voulez, il nous explique qu'est-ce qui se passe lorsque les forces se compensent. Bon. Réciproquement, on peut raisonner à partir de la vitesse. On peut prévoir que si le vecteur vitesse v d'un système ne varie pas, alors les forces qui s'exercent sur le système se compensent. Par exemple, vous avez une voiture qui roule en ligne droite et à vitesse constante. Donc le vecteur vitesse, il est constant. Alors comme je l'ai écrit, il est compliqué de recenser toutes les forces qui s'exercent sur une voiture. Mais il y a un truc qu'on peut dire à coup sûr, grâce au principe d'inertie, c'est que ces forces vont se compenser. Alors, petite question, juste comme ça. Est-ce que vous avez une idée des forces qui s'exercent sur la voiture quand on l'étudie là, dans le référentiel terrestre? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme force sur la voiture? Qu'est-ce que vous me La proposez? Terre, Donc, la Terre exerce une force qu'on appelle donc le Le poids. 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 Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais tout représenter au centre de gravité de la voiture. Hein, parce que... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force? Avec le sol. Oui, il y a le force. Et alors, ça va s'exercer sur les 4 roues. C'est pour ça qu'on peut tout, si vous voulez, on va tout centrer. Et la réaction du sol, qui se répartit sur les 4 roues, je vais l'appeler R. Est-ce qu'il y a d'autres forces ou pas, à votre avis? Pour l'instant, là, je suis dans le même cas que le mobile autoporteur. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a d'autres forces? Bah non, bah ça dépend après si elle est en mouvement. Non. Oui, oui, elle est en mouvement. Oui, oui. Le moteur. Bah du coup, ouais, il y a une force du moteur. Et oui. C'est-à-dire que le moteur, il sert à quoi? C'est Pourquoi rapide une- de la voiture. Propulse la voiture. Oui, pourquoi la voiture, elle a besoin d'un moteur? Parce qu'en fait, on a vu qu'un mobile autoporteur, une fois qu'il était lancé, eh ben, on pouvait très bien continuer avec un mouvement rectiligne uniforme indéfiniment. Pourquoi la voiture, Bah, elle c'est a... pour donner de la force pour qu'après elle puisse avancer toute seule. Enfin, avancer toute seule dans le sens où quand elle est Parce qu'il y a partie, une- bah, Pour qu'elle ait une vitesse constante. Oui, il y a c'est le pour... frottement des roues. Exactement. Donc, je dis exactement à tout, puisque c'est une réponse collective. Pour qu'elle ait une vitesse constante, il va falloir compenser les forces de frottement, parce que les roues, elles vont frotter sur la route. Donc, il va falloir prendre... Et puis, il y a les frottements de l'air aussi. Il y a l'air qui va freiner la voiture. Donc, tout ça, ça va faire une force de frottement qui va être dirigée vers l'arrière. D'accord? Alors, on peut noter ça F. Ce sont des forces de frottement qui viennent de l'air sur la voiture ou même du sol. Et bien, les roues, elles vont compenser, si vous voulez, avec une force qu'on pourrait dire une force motrice vers l'avant. Et c'est pour ça que j'ai écrit à côté qu'il était un peu compliqué de recenser toutes les forces. Mais il y a un truc qu'on peut dire, c'est que si la voiture elle est en ligne droite et qu'elle est à vitesse constante, eh bien toutes ces sommes, enfin toutes ces forces sont une somme qui donne le vecteur nul. Vous avez compris? Et là, c'est ce que j'ai représenté. Il y a P et R qui se compensent suivant l'axe vertical, et puis il y a petit f et grand F qui se compensent sur l'axe horizontal. Là, je suis allé un petit peu plus loin que le programme de seconde. On ne vous demandera pas de faire des études aussi compliquées. OK? Alors, j'ai presque terminé. J'ai presque terminé parce que vous voyez que il me reste plus grand-chose. Il me reste plus grand-chose. Voilà, j'efface mon schéma. J'avais un deuxième exemple. La boule d'un pendule au repos, donc c'est une boule qui est suspendue sur un fil, est soumise à des forces qui se compensent. Donc, parce que là, on a un cas d'immobilité, et donc dans le cas de l'immobilité, eh bien, on peut affirmer que les forces vont se compenser. Alors là, on peut le faire ensemble, même si j'ai surligné en bleu, c'est-à-dire que c'est vous, quand vous imprimerez cette feuille, vous le ferez vous-même. Là, je peux quand même donner la réponse. Quelles sont les forces qui s'exercent sur la boule? La Terre et le fil. Voilà. La Terre exerce une force qui est le poids.
Et la deuxième force, c'est la force de tension du fil, qu'on va représenter comme ça. Alors là, je n'ai pas fait de vecteur à l'échelle parce que je n'ai pas de valeur en newton. Je n'ai pas besoin de trouver une échelle. Mais ce qu'il faut respecter, c'est que T doit être une force de même valeur que P. D'accord? Alors, il nous restera juste à faire le petit 5, qui s'appelle la contraposée du principe d'inertie.